Attention, les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. On va vivre un bon moment de nostalgie avec vous et en votre compagnie, chers amis téléspectateurs, bonjour. Et on est très heureux de vous retrouver en ce jeudi 1er juillet. Le soleil, la mer, tout ce qu'il faut pour passer de bonnes vacances. Eh bien, au menu, en cette matinée, on va commencer le bal avec la rubrique juridique et on va parler des différents cas de divorce. Eh bien, on parlera aussi de l'espace des étudiants et sa création. Et bien sûr, même les événements qui s'organisent à travers cet espace. On parlera aussi de Fikra qui s'est passé un 18 juin. Vous allez le découvrir à travers notre Bonjour d'Algérie en ce 1er juillet. On parlera aussi d'éco-citoyenneté avec nos invités qui seront présents avec nous. Et on parlera aussi d'une très belle revue, la revue Medinati. Vous allez la découvrir à travers son rédacteur qui sera présent avec nous. Et on finira en beauté, comme on commence en beauté. On finira en beauté avec le salon de l'artisanat qui se trouve actuellement même au centre des conventions d'Oran. Eh bien, c'est à l'occasion de la journée internationale du tourisme. Eh bien, j'espère que le programme d'aujourd'hui répondra à vos attentes, chers amis téléspectateurs. Et comme d'accoutumé, on vous propose cette belle chanson Wilanzour Nabra et on se retrouve juste après, interprétée par Hussein Chabati. Et Lanzour Nabra, une très belle chanson. D'ailleurs, ça nous a un petit peu remémoré l'ancien temps, où ce fut un temps où les femmes, les femmes de la maison, par exemple, les mamans, les grands-mères, elles partaient se recueillir dans des lieux cultes, mais seulement c'était beaucoup plus pour raconter leur malheur, leur joie, ce qui se passe à la maison. Donc c'était un bon vieux temps, et bien oui, c'est souvenirs. Et bien sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui avec notre conseillère juridique, Maître Sabar Djamila. On va parler des différents cas de divorce. Bonjour. Bonjour, Iman. C'est toujours un plaisir. Hein? Alors, partagez. Merci beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, il sera question de parler des différents cas de divorce. Alors, quels sont les différents cas de divorce en Algérie? Très bien. Donc, alors, bonjour à nos chers téléspectateurs, qu'ils soient algériens résidents ou expatriés. Oui. Donc, pourquoi on parle aujourd'hui des différents types de divorce? Et ça rentre dans le chapitre de la dissolution du mariage. Pourquoi? Parce que nos Algériens et Algériennes confondent entre ces différents types de divorce. Ils ne savent pas, c'est-à-dire quel genre de type de divorce ils doivent entamer. Donc, en Algérie, on a 4 types de divorce. Le premier, et c'est le meilleur que moi je conseille à tout le monde. À l'amiable? À l'amiable. Ben c'est le consentement mutuel. Quand c'est le consentement mutuel. Voilà, ce qu'on appelle en arabe al-talaq bit-taradi. Voilà. Alors, il y a certaines personnes, c'est-à-dire elles vous disent non, je ne fais pas un divorce à l'amiable parce que je vais perdre mes droits. Mais non. Ils me disent voilà, on m'a conseillé qu'il faut éviter, il faut faire. Mais non. Du moment, pourquoi on dit à l'amiable ou al-talaq bit-taradi? C'est que vous avez été d'accord sur ce divorce et les conditions de ce divorce et les effets de ce divorce. Effectivement. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous n'allez pas perdre vos droits ni ceux de vos enfants. Tout à fait. Ça vous évite un tracas énorme. Exactement. Et un déchirement. Tout à fait. Et ça va se répercuter sur les enfants aussi, si on a des enfants. Voilà. Donc, c'est le meilleur divorce à faire. Pensez aux enfants. Voilà. Surtout. Tout à fait. Le deuxième, donc, c'est le deuxième type de divorce, c'est-à-dire par la volonté de l'homme, ce qu'on appelle une répudiation unilatérale, judiciaire, c'est-à-dire l'homme insiste sur le divorce, il veut dissoudre ce mariage. Il ne peut plus continuer avec cette femme avec laquelle il partage sa vie. Voilà, tout à fait, sans prouver le tort de la femme. Effectivement. Voilà, donc là, on appelle ça, ce qu'on appelle, c'est un divorce à tort, c'est-à-dire abusif aussi, et en arabe, on l'appelle at-talaq ta'assufi.
C'est-à-dire l'homme a abusé de son droit, ce qu'on appelle al-isma al-rajul, parce qu'on on revient, le code de la famille, il est inspiré du droit musulman. Hein, oui, sharia, bien sûr, sharia tout à fait. islamia, oui. Donc al-isma al-rajul. Donc l'homme insiste sur le divorce, donc le divorce est prononcé, mais c'est-à-dire le législateur essaye d'être juste avec la femme. Il prononce un divorce abusif, c'est-à-dire talaq ta'assufi, qui nécessite une compensation matérielle à la femme. Très bien. Voilà, la femme, elle obtient une compensation matérielle, c'est-à-dire à cause de ce divorce plutôt abusif. C'est-à-dire, il lui donne une bonne somme d'argent, c'est ça? Tout à fait. Qui varie de à? Ben, ça dépend des années de mariage, ça dépend des enfants, ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Voilà. Très bien. Mais des fois, c'est une somme conséquente quand même. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Donc, le troisième type, c'est le divorce à la demande de la femme. Ce qu'on appelle en arabe at-tatliq. Non pas at-talaq, talaq c'est pour l'homme, mais tatliq c'est quand la femme demande le divorce. C'est elle qui demande le divorce. Voilà. Donc ce n'est pas le khol. Non, on y arrive, hein, c'est Voilà. en 4e position. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit at-tatliq. At-tatliq pourquoi? At-tatliq, c'est-à-dire il a ses conditions quand la femme demande le divorce. C'est-à-dire il y a des conditions. Quand l'homme c'est-à-dire ne paye pas la pension alimentaire, tout de suite. Donc, elle va en pénal, elle a un jugement, donc elle présente son jugement, elle demande tout de suite le divorce. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, quand le mari est condamné à plus d'une année de prison. D'accord. Voilà. Troisièmement, quand c'est-à-dire l'objet du mariage n'est pas réalisé. Donc l'homme a un handicap, puis il est impuissant, donc la femme a le droit de demander le divorce. Donc en 4e position, par exemple, quand l'homme s'absente plus d'une année sans donner signe de vie. Ah. Voilà, il abandonne le foyer conjugal. Tout à fait. Donc, quand l'homme aussi, quand le mari aussi a un comportement immoral, la femme, sa femme voilà, et sa famille. Oui, même son comportement dans la société et tout, il a une mauvaise réputation. La femme a le droit de demander le divorce. Voilà, donc quand l'homme est disparu, c'est-à-dire il y a des conditions. Pour le 4e type, c'est al-khala. Voilà. Ce qu'on appelle en français la répudiation par compensation. C'est-à-dire quand la femme demande, c'est-à-dire elle achète sa liberté. Oui. Quand elle demande le divorce, elle est obligée de donner une compensation matérielle au mari. Ah d'accord, donc c'est elle qui donne la compensation au mari. Dans le cas de l'khol. Voilà. C'est-à-dire pas non, on appelle ça une répudiation avec compensation. Et comment on calcule le khol? C'est là les gens disent je peux pas, il va me demander c'est 100 millions et tout. Et les gens ont de fausses informations. Exactement. Alors le khol il est calculé sur la base de sadaq de la femme. Quand la femme se marie, le mari il lui donne le sadaq, sa dot. La dot par exemple, elle est par exemple, il lui donne 5 millions. Voilà. 50 000 dinars. 50 000 dinars, ok. Alors, sadaq, il est calculé sur la dot, 50 000 dinars. La d'accord, elle lui donne 50 000 dinars. Voilà. Le khola, la compensation du divorce, appelé al-khola, il est calculé, le dédommagement du mari est calculé sur la dot qu'il a offerte à la femme lors du mariage. Ah d'accord, voilà. Très bien, ben là on ne savait pas. Voilà, les gens ne savaient pas, ils disent je vais donner, ça va me coûter 100 millions, c'est 500 000 dinars, 50 millions. Exactement. Elle a peur, donc, mais non, c'est-à-dire selon ce qui vous a remis pour votre dot ou votre sadaq. Vous lui rendez la dot. Voilà, tout simplement, en quelque sorte. Et elle ne perd pas ses droits, les enfants ne perdent pas leurs droits. Elle aura toujours, parce que les gens, si je fais le khola, je vais perdre le droit au logement. Non, ça n'a rien à voir. Non, d'accord. Ça n'a rien à voir. Donc même si elle quitte on va dire le cocon conjugal, dans le cas où elle habite avec ses beaux-parents. C'est-à-dire elle est obligée de sortir, donc l'homme, dans le cas de l'khol, sera obligé de lui payer même la location, c'est ça? Tout à fait. Ou lui procurer un logement, ou payer la location de logement, ce qu'on appelle el-ijal ou bed el-ijal. Il est dans l'obligation quand elle a des enfants et il est obligé d'assurer la pension alimentaire des enfants. Donc, c'est-à-dire, dans tous les cas de type de divorce, la femme ne perd pas ses droits.
s'il y a une compensation de la part de l'homme, ce qu'on a vu en premier type de divorce, ou les droits restent les droits. C'est-à-dire personne... Bon, le divorce, c'est-à-dire il n'y a pas d'appel en matière de divorce. Hein. On peut faire appel qu'en matière de... c'est-à-dire les intérêts matériaux et tout ça. Donc, même dans le cas où l'un des deux côtés, c'est-à-dire que ce soit l'homme ou la femme, par exemple l'homme qui demande le divorce, la femme conteste ce divorce. Est-ce qu'elle peut faire appel dans le cas? Non, c'est définitif. D'accord, c'est définitif. Ah oui, elle peut faire, c'est-à-dire appel, c'est-à-dire concernant la pension, la compensation matérielle, la garde des enfants. Et... Donc il y a un point que je voudrais citer pour nos compatriotes expatriés, donc qui sont mariés en Algérie et qui veulent divorcer. On a eu beaucoup de cas comme ça. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de cas comme ça. Donc, alors, ils peuvent venir, c'est-à-dire faire leur divorce en Algérie. Voilà. Donc, oui. Mais comment ça se passe? Alors, ça dépend. Par exemple, lui, c'est la femme, c'est l'Algérienne qui demande le divorce. Alors lui, par exemple, sa dot s'évalue à 1 000 €. Oui. Alors, est-ce que c'est elle qui lui donne 1 000 € dans le cas de l'khol? Tout à fait. Ah d'accord. Tout à fait. Parce qu'on calcule la compensation matérielle en matière de l'khol sur la base de la dot. D'accord. Voilà. Mais donc ils peuvent venir en Algérie comme ils peuvent, c'est-à-dire demander le divorce en France, parce qu'il y a un article en matière de droit international. Quand c'est transcrit? Non. Même quand ce n'est pas transcrit? Non. C'est-à-dire, le divorce à la base, il est transcrit. Le mariage plutôt. Le mariage mais le divorce. Donc, une fois que le divorce est prononcé, il y a la transcription au niveau de l'état civil. Par exemple, et en matière, pour les expatriés, c'est au niveau, ils vont faire aussi une autre procédure, c'est-à-dire au niveau du consulat général. Voilà, ou le consulat de leur résidence. Mais en matière de divorce, si les Algériens veulent, automatiquement, ils se sont mariés en Algérie, ils viennent divorcer en Algérie. S'ils ne veulent pas venir en Algérie, ils peuvent divorcer en France. Ah, d'accord. Voilà. Et ça se passe comment? Ils font la demande au juge des affaires familiales, mais ils traduisent tout en français. C'est-à-dire leur acte de mariage et tout ça. Ils demandent au juge des affaires familiales du tribunal territorialement compétent de leur lieu de résidence. Donc, ils demandent, voilà, et donc, ils vont leur divorce va être prononcé dans un tribunal. C'est-à-dire dans un des pays étrangers. Oui, on ne peut pas savoir. Surtout en France, parce qu'il y a on a beaucoup de conventions avec eux et tout. Voilà. Parce qu'on a la plus forte communauté algérienne, elle est établie en France. Donc, toutes les conventions pratiquement internationales qu'on a, surtout avec la France. C'est-à-dire pour notre communauté qui est là-bas installée. Donc, ils peuvent demander le divorce en France. Ça, ils ne le savaient pas. Une dernière question justement, parce que quand on a mis le sujet sur les réseaux sociaux, donc on a été contacté par une dame, je ne citerai pas le nom bien sûr, donc elle m'a presque supplié de vous demander conseil. Donc c'est une femme qui est mariée, qui a 3 enfants en bas âge. Bon, en bas âge, elle a un garçon, l'aîné, qui a 22 ans. La jeune fille qui vient juste d'avoir son bac l'année dernière et cette année, elle est à l'université. Elle doit avoir dans les 18-19 ans. Et une petite fille aussi qui a 13 ans. Donc, et là, l'homme, son mari, a quitté le foyer conjugal sans donner de nouvelles depuis près de 2 années. Alors, elle n'a aucune ressource. Elle est chez ses beaux-parents, elle est très malmenée par les beaux-parents. Bon, je ne connais pas moi l'histoire, c'est ce qu'elle m'a raconté. Et quand ils ont fait des recherches, donc elle a trouvé que son mari était marié ici à Temouchent. Depuis 1 année, 1 année et demie, 2 ans. Et elle voudrait savoir quelles sont les démarches à faire afin qu'elle divorce. Parce qu'elle a constitué un avocat, mais elle n'a rien pu avoir jusqu'à présent. Donc, madame, j'espère que vous êtes... j'espère que vous êtes à l'écoute. Alors, moi, je suis étonnée comment ça, il n'a pas contacté ses parents puisqu'elle habite avec ses parents. Il ne vient pas voir ses parents, ce bonhomme-là? Non. Très bien. Donc, la première des choses qu'elle va faire avant de demander le divorce, qu'on appelle atatliq, c'est-à-dire c'est quand la femme demande, bien avant, elle va déposer une plainte
près du procureur de la République, du tribunal là où elle réside. Donc, même si elle n'est pas chez ses beaux-parents, elle va chez ses parents, on peut considérer ça, là où elle fait, c'est-à-dire elle consomme la garde de ses enfants. Très bien. Elle dépose plainte, ou carrément, elle fait une requête, elle demande, bon, ou si elle n'a pas pour constituer un avocat, elle demande l'assistance judiciaire. Effectivement. Tout de suite, on lui désigne un avocat. Donc là, l'avocat va tout faire. Moi, je la conseille à demander, si elle n'a pas les moyens, à demander l'assistance judiciaire. Justement, elle n'a pas de moyens. Elle va au tribunal, elle va voir le procureur, elle demande... Elle dépose une demande avec sa pièce d'identité, le livret de famille. Elle dépose une plainte, plutôt une demande auprès du procureur de la République pour demander l'assistance. Donc, le procureur transmet au bâtonnier. Donc, on les désigne. Nous, chaque jour que Dieu fait, on a des listes importantes pour l'assistance judiciaire. En matière d'affaires familiales, pénales, mineures, criminelles, tout. Hein. Donc, elle aura un avocat. Mais pour qu'elle puisse avoir une idée de ce qu'elle va demander à l'avocat ou ce qu'il va lui faire l'avocat, elle va attaquer le mari en pénal. Pour c'est-à-dire abandon de foyer conjugal et non-paiement de pension alimentaire. Donc, il va y avoir un jugement qui va être prononcé. Avec ce jugement-là, elle va devant le magistrat des affaires familiales. Très bien. Donc, elle va obtenir le divorce, elle va obtenir ses droits, voilà, la pension alimentaire. Tout. Et le mari, il va être condamné par une peine de prison. Ça, je le dis. Hein. C'est pas anodin. Hein. C'est pas n'importe quoi ce qu'il a fait. Une fois que la plainte est déposée au niveau du pénal, le mari, c'est une condamnation de prison ferme. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, voilà, madame, j'espère que vous avez pris connaissance des démarches que vous avez à faire. Merci beaucoup, Maître Saber Jamila. Bien, on se retrouve la semaine prochaine. Mais cette fois-ci, justement, ça ne va pas être au Bonjour d'Algérie, parce qu'on va commencer la nouvelle émission de l'été. Eh bien, brise d'été. Eh bien, ça va être le 8 juillet. Inch'Allah. Donc, on se retrouve sous le soleil. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, sans plus tarder, eh bien, on va découvrir ensemble l'espace des étudiants. Eh bien, sujet signé Ilyes Benziane et on se retrouve juste après. La direction des activités scientifiques, culturelles et sportives au niveau de l'Université des sciences et de la technologie d'Oran Mohamed Boudiaf a organisé l'événement Génération Challenge, une initiative pionnière dans le genre et qui a connu un programme riche et varié. قمنا اليوم بافتتاح هذا الفضاء يعني عمل لفائدة طلبة الجامعة اللي عندهم مواهب ابتكارات مشاريع يعني حابين يطوروها وحابين يعني من هذه المشاريع إن شاء الله يكون هناك انطلاقة بحيث أننا نرافقهم حتى من بينها يعني يكون فيه مشاريع اللي توصل حتى لإنشاء مؤسسات مصغرة ونشارك إن شاء الله في بناء اقتصاد الوطن. لأننا نتكلموا على الاقتصاد المعرفة. أنا حابين يعني نوفروا هذا الفضاء للطلبة حتى يعبرون عن يعني مواهبهم في كل المجالات علمية كانت أو ثقافية. Ce programme entrepreneurial vise principalement à accompagner les nombreux porteurs de projets participants et ce durant une période de 6 mois tout en leur procurant tout le soutien technique et matériel nécessaire. بزاف طلبه كيجيو الجامعه عندهم عقليه تاع يتخرج منه ويولي خدام في شركه، ولكن هنا لا، غادي نغرسوا له هذيك الفكره باه هو ياسس شركه ويولي خدام ويخدم من الناس ثاني. هذه حاجه نجم تقول باللي راها الاولى، حاجه الاولى هذه هي كنقول تقول المشروع راه الاول. كيفاش الاول؟ مجاني، مشيت دورت كما يشوفوهم قبل ولا. ومرحبا بكل الطلاب كاع حنايا تاع الجامعه ثاني ايضا وفي وهران، ومرحبا بالكل. كيما عندنا فئه مستهدفه اللي هي التلاميذ، اللي هي لي دروب اوت، اللي هي لي بورتور ديدي، لي بورتور دو بروجي، درنا لهم اون ابليكاسيون اللي فيها تعريف على الفضاء التشاركي تاعنا، لو كووركينغ سبيس تاعنا. غادي يكون فيها كاع لي زيفينمون تاعنا، لي بروغرام، نو سيرفيس، لي بارتنير تاعنا اللي غادي يكونوا معنا باش يجوا هنايا باش يديروا عمليه المشاركه تاع حاملي افكار، و ils seront notifiés en temps réel par des notifications من نرسلوها لهم يكون كاين ان ايفينمون ولا حاجه انتريسونت. بصفتي طالب جامعي فرحان بالانضمام لهذا المشروع اللي هو فريد من نوعه على مستوى الجزائر ككل. من خلال المشروع الجميع طلبة يمكن انهم يتحفزوا وينموا القدرات تاعهم، حتى الطاقات تاعهم راح تتبدل ان شاء الله، ونطلبوا من جميع الطلبه الانضمام لهذا المشروع. جينيراسيون تشالنج هي فضاء يساعد الطلبه على الابداع والابتكار وتوفير ادوات العمل لتطوير فكره الى مشروع.
Cette initiative se veut un espace de travail commun œuvrant à apporter tout le soutien nécessaire aux étudiants afin de les inciter à l'esprit d'innovation, et ce par le biais de programmes et cycles de formation gratuites assurés par des experts dans divers domaines afin d'accompagner les étudiants à la concrétisation de leurs idées. Eh bien voilà, vous avez pu découvrir à travers le sujet signé Ilyes Benzien, eh bien l'espace étudiant, puisque je suis en compagnie de deux étudiants justement qui font partie de cet espace. Mais avant cela, je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures Coral. Eh bien Beladjine Mortar, il est étudiant participant. Bonjour. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Vous allez ça bien? Va très bien. Quel merci. sourire. Merci, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous et d'être entouré en bonne compagnie surtout. Merci. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous n'êtes pas seul puisque vous partagez le plateau avec M. Bengesmi Achedli Houeri. Vous êtes responsable de la cellule de communication, c'est ça? Non, de la cellule technique, oui. La cellule informatique, oui. Voilà, informatique. Et vous êtes membre fondateur justement de cet espace d'étudiants. Oui, ça va? Premièrement, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être avec vous, Madame Iman. Je suis ravi d'être avec toute l'équipe technique ici. Donc, je suis le membre cofondateur de l'espace Coworking Space. Alors, qu'est-ce que l'espace étudiant? Oui, donc Generation Challenge, c'est Jil Tahaddi en arabe, c'est un coworking space au sein de l'université de Isto. Donc c'est une première en Algérie d'avoir un coworking space dans une université. Donc nous avions l'idée... C'est à l'université Mohamed Boudiaf, oui, c'est Isto 1B d'Oran, oui. Donc nous avons cette idée de plus de 2 ans, mais nous avons commencé le 16 juin. Donc c'était l'ouverture officielle sous le patronage de monsieur le recteur Hamou Bouziane. Donc le Open Day, nous avons invité les étudiants pour faire connaître nos activités, etc. Donc c'est un coworking space dédié principalement aux étudiants de l'université Isto, mais pas uniquement pour Isto. Donc c'est aux étudiants de toutes les universités les universités d'Oran. Oui, bien sûr. Et même aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes porteurs d'idées, les drop-out, genre les gens qui ont quitté l'université mais ils veulent réintégrer dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine académique, etc. Donc c'est une première et nous voulons faire connaître les étudiants à l'écosystème des startups, au monde entrepreneurial. Alors, et comment vous est-elle venue l'idée justement de créer cet espace étudiant? Oui, c'est une bonne question. Donc, en tant qu'un ex-étudiant de l'université Isto, donc je me suis diplômé en master en informatique en 2019. Genre, l'étudiant, il rentre à l'université à un seul but, c'est d'avoir le diplôme et être un chercheur d'emploi. Voilà. Et donc, l'étudiant, c'est une compétence. Parce qu'il se dit, déjà, l'étudiant, généralement, il se dit, je ne pourrai jamais monter ma start-up personnelle. Parce que c'est très difficile, il y a beaucoup de démarches à faire, il y a, on va dire, des dodanes, comme on dit. C'est-à-dire, voilà, exactement, on ne peut pas. Donc, vous facilitez justement les démarches, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, pour nous, c'est beaucoup plus l'accompagnement. Donc, on fait l'accompagnement des étudiants porteurs d'idées et ambitieux de l'idée vers un projet. Donc, je vais vous parler de la première édition de Isto App, qui est un programme de 6 mois que nous avons lancé le 20 juin. Donc, ce programme, c'est d'avoir les gens, plutôt les jeunes étudiants qui ont des idées et qui veulent former leur start-up ou leur entreprise et en les accompagnant par des formations, des ateliers. Donc la première édition s'est lancée le 20 juin. Nous avions approximatif plus de 150 inscrits. Ah, très bien. Oui, bien sûr. Eu quand même. Oui. Malheureusement, parmi les inscrits, il y avait des étudiants de d'autres universités, donc on les a refusés. Donc il y avait plus de 100 personnes de l'université de Isto. Nous avons fait une journée d'entretien. Donc pour le moment, uniquement l'université de l'Isto. C'est juste Isto App, c'est la V1.
Ah, très elle est bien. dédiée aux étudiants de l'université ISTO. L'université Mais ISTO. prochainement, la V2, elle sera dédiée aux étudiants de toutes les universités d'Oran. La V3, Inch'Allah, elle sera dédiée aux universités de l'Ouest. Vous avez Et un la- bon programme. Hein. Oui, bien sûr. Nous avons un plan à 5 ans. Et de belles perspectives. Oui, bien sûr, parce que, comme je vous ai dit, l'idée, nous avons fait la programmation d'idée, ça fait 2 ans. C'était en 2019, mais vous avez la pandémie, le corona, etc. Oui, voilà, donc nous qui a n'avons cassé pas un pu. petit Oui, peu. Oui. voilà. C'est exactement Donc, ça. alors vous êtes, c'est Monsieur Beladjine Mortar, donc vous êtes participant à ce Effectivement. projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Oui, plus? bien sûr. Alors, en fait, j'ai déjà vu des publications à travers les réseaux sociaux. Je me suis intéressé parce que c'était une opportunité. Vous êtes que- étudiant Oui, actuellement? je suis en étudiant en Master 1. Je prépare mon Master en construction quoi? navale, Ah, très génie bien. maritime. Du coup, enfin, j'ai vu les publications et ça m'a vraiment attiré l'œil, ça m'a vraiment intéressé. Parce qu'en étant étudiant à l'université, même en tant que Zama étudiant, ça nous permet d'exploiter notre connaissance et d'acquérir des compétences en tout ce qui est entrepreneuriat. Donc c'est un coworking space à travers toutes les formations quotidiennement qu'on fait, Oui. en coaching avec Nabil Aliouat, que je salue là maintenant. Ça nous a permis de créer, de produire et élargir aussi notre réseau. Très bien. Cela a permis parce qu'il y a beaucoup de diversité de domaines, notamment automatique, électronique, il y a plein de monde là-bas. Beaucoup, oui. Donc il y a beaucoup de diversité. Surtout que maintenant, il n'y a plus d'entraves, Oui, voilà. par exemple, à la construction navale, c'est qu'il y a des débouchés. Oui, Il y a exactement. plusieurs débouchés de chaque Voilà, donc spécialité. ça nous permet d'avoir exactement des ça, idées un peu partout, afin d'exploiter les idées, de créer toute une start-up et de produire. Le but, Anna, c'est de produire, pas seulement c'est un coworking space qui nous permet de traduire nos idées en action. Très bien. Donc, Zama, c'est vraiment, il y a toutes les choses qui vont grâce à M. Chadli et M. Nabil Aliouat, ils nous mettent toutes les choses à notre disposition afin qu'on puisse réussir. Donc pour nous, c'est ça l'étape la plus importante, c'est d'avoir la préparation psychologique, l'art de la présentation et surtout l'art de la communication. Oui, très bien. Donc ce qui est un atout qu'on va acquérir durant toute la formation de 6 mois afin de présenter notre start-up le plus correctement possible et professionnellement parlant aussi. D'accord. voilà. Et quel est votre projet que vous avez présenté cette fois-ci? Alors mon projet, pour ne pas avoir trop de spoil surtout, Oui. c'était d'élaborer et mettre en place une stratégie afin de limiter la consommation et l'émission du CO2 par rapport aux navires. Donc, c'est de mettre une quota de consommation, donc une limite. Oui. Tu as les navires qui viennent en Algérie afin de réduire les émissions donc côté environnemental Oui. et même de créer quelque chose de commercial. Ça veut dire d'aider, que ce soit par rapport à l'économie algérienne et même de développer le secteur maritime en Algérie. Ah, c'est Donc, bien. oui. C'est bien. Alors, et vous allez procéder comment? Alors, j'ai déjà mis en place un plan business, c'est ce qu'on appelle un BMC, et même grâce à M. Nabil Aliouat, il nous y a le soutien, il y a l'accompagnement afin d'élargir notre projet à long terme. Donc, on a une vision, je crois vraiment, une vision pas à long uniquement terme. ici. Voilà, il y a plusieurs solutions. Uniquement maintenant, on va Voilà. Il y a plusieurs solutions où il y a les clés de la réussite. Que ce bien. soit par rapport au côté business ou le côté écologique, côté commercial, côté Il vous environnemental. coach, quoi. Voilà, il nous coach. Voilà, Il vous c'est coach. exactement ça. Très bien. Donc, vous les accompagnez pendant tout, jusqu'à remise des clés de la bien sûr, start-up, oui. c'est ça? Parce que le programme ISTO App, c'est un programme à 6 mois. Donc la première étape, c'est Ideas Lab. Donc c'est un laboratoire des idées. Donc les jeunes étudiants, ils ont des idées, mais ils ne savent pas comment les concrétiser, comment faire un Justement. business Par plan. quoi il faudrait commencer? C'est exactement ça. Donc la première phase, c'est Ideas Lab qui va durer 1 mois. Et à la fin de cette étape, on va faire des présentations de leurs idées face à une jury pour sélectionner les meilleures idées qui vont passer à l'étape suivante, qui est Ideas Development. On va faire le développement de ces idées, les structurer, de faire leur BMC, leur business model. Et la troisième étape sera le bridging, de faire passer à une idée vers un projet.
Donc maintenant, c'est bon, c'est pas une idée, donc c'est de passer à l'action. Donc après cette étape, on va passer à l'étape qui s'appelle... Eh bien, attendez, parce que là, Oui. je vais vous arrêter. Mais avant de passer à la deuxième étape, Oui. eh bien, je vous propose de suivre avec moi un sujet signé Ilyas Benzien concernant le projet Fikra. Et on se retrouve toujours avec nos invités. Je voudrais parler de jeunesse d'une manière générale. Le terme start-up est devenu tendance, c'est un truc très en vogue, très à la mode. Mais la véritable question, c'est comment faire de la jeunesse un véritable vecteur pour relancer l'économie nationale. Les plus grandes innovations techniques commencent toujours par une idée. Dans le but de promouvoir les jeunes porteurs de projets, le club scientifique Fikra a organisé jeudi dernier une compétition rassemblant 7 finalistes de divers projets sur l'ensemble du territoire national, et ce au niveau de l'hôtel Rodina à Oran. فكرة هي مسابقة وطنية للمؤسسات الناشئة بين الطلاب. هدفها هو إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها الجزائر. في الطبعة الأولى كان العنوان تاعها حماية الإنسان. بسبب الأمراض كان عندنا بزاف أمراض من كوفيد، سرقة الأطفال، سرقة المنازل. احنا حاولنا درنا هذه المبادرة، تعاقدنا مع مدربين، تعاقدنا مع لجنة التحكيم، كان هم لهم الفضل باش يختاروا أفضل المشاريع. المشاريع هذه تحولت من فكرة إلى مشروع ثم إلى مؤسسة ناشئة. Cette manifestation repose sur un axe fondamental qui est la protection la protection de tout ce qui est enfance, l'enfance. Et donc, et nous sommes heureux aujourd'hui de voir qu'un club scientifique aboutit à un travail concluant, un travail important et qui aide et qui motive nos étudiants aujourd'hui au sein de l'université. نشكر كل اللي عاونونا ونشكر كاع لي زورغانيزاتور اللي كانوا معنا ووقفوا معنا حتى الدقيقه التاليه. Cette salutaire initiative œuvre principalement à encourager davantage l'esprit d'innovation chez les jeunes start-upers qui, par leur créativité, peuvent contribuer au développement d'une économie diversifiée hors hydrocarbures. قدموا لنا طلبه السياسيين تقدم على مستوى غرفه التجاره لازم تكون الغرفه هي دعم لهذا الشباب، والحمد لله بدون اي تفكير وبدون اي تشاور قمنا بتدعيم هذا الشباب، لان احنا الهدف تاعنا هو تدعيم الشباب لانهم هم المستقبل، وكذا لازم يكون الشباب يكون هو الفاعل في الاقتصاد خاصه الاقتصاد المحلي. La clé de la réussite de tout projet et de toute initiative, c'est véritablement le travail. Si aujourd'hui nous ambitionnons de relancer notre économie, cela ne peut se faire qu'au gré d'efforts de chacun d'entre nous. C'est une relation gagnant-gagnant et donc nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin que cette relation entre l'université et les opérateurs économiques puisse aller de l'avant et aller vers une concrétisation des objectifs visés par le ministère. Eh bien, on reste toujours avec nos invités de parler des startups et comment monter sa startup avec nos deux invités, Beladjine Mortar et Bengesmia Chedli. Alors, on continue avec vous? Oui, donc on continue par décrire les étapes du programme HistoApp. Donc, comme je vous ai dit, la première étape, c'était Ideas Lab, dont M. Beladjine est participant. La deuxième étape, ça sera le développement des idées. La troisième, c'est le bridging, de passer de l'idée vers un projet. Et la quatrième étape, ça sera feasibility study, c'est-à-dire l'étude de faisabilité et l'initiation de projets, c'est-à-dire les jeunes porteurs de projets. Ils vont avoir une présence minimale sur les réseaux sociaux, ils vont développer un MVP, Minimum Viable Product, leur prototype. Et la cinquième et la dernière étape qui va durer 2 mois, elle s'appelle Startup Launch. Donc dans cette étape, c'est bon, on a le projet bien structuré avec tous les aspects, avec tous les aspects environnementaux, économiques, juridiques,
juridique. Donc les participants ils vont avoir tout ce qu'ils auront besoin pour lancer vraiment leur start-up sur le terrain et participer dans l'économie nationale et de créer de passer vers un chercheur d'emploi, vers un créateur d'emploi. Et vous êtes à quel stade, vous, déjà, M. Beladjine? Oui. À quel stade environ concernant votre projet, votre start-up? Ça se présente parfaitement bien par rapport à toutes les formations qu'on fait, comme je l'ai dit précédemment. Ça donne envie parce qu'on est dans un écosystème. C'est encourageant. C'est encourageant, c'est motivant. Et même, c'est vraiment la reconnaissance et la valorisation qu'on cherche en tant qu'étudiant. Ce n'est pas genre de faire ses études et c'est uniquement ça. Non, mais c'est d'acquérir les compétences à travers ce genre de choses, à travers ce genre d'opportunités. Parce que nous, on ne va pas uniquement chercher l'opportunité, mais on va la créer par rapport aux gens et même on va la recevoir après par rapport à la start-up qu'on est en train de faire par rapport à Generation Challenge. Et c'est vraiment une opportunité en or parce que c'est un écosystème, une ambiance. Comme dit Nabil Aliouet, on est une famille. Mais il ne la dit pas parce qu'on la ressent déjà. On est dans un écosystème d'étudiants. Et c'est encourageant en plus. Oui, voilà, c'est encourageant de se retrouver en groupe déjà et voyant aussi d'autres personnes à côté de vous qui sont en train eux aussi monter leur propre start-up. Voilà. Donc, il met du sien et vous allez y arriver, Inch'Allah. C'est motivant, ça donne envie, voilà. Exactement. Alors, juste une toute dernière question. Alors, quels sont vos projets ? Donc, après le Histo-App, nous avons des activités régulières qui sont des workshops, des formations, des ateliers. Nous avons déjà animé 2 formations, une par M. Nabil Aliouet qui est pour la communication, une deuxième pour l'audiovisuel, pour le logiciel Adobe Premiere Pro. Et au cours de l'année, nous allons faire d'autres formations. Et le deuxième programme, il s'appelle Histo Meeting. Donc, on va ramener des experts dans des différents domaines qui vont parler de leur expertise et qui vont faire l'orientation de nos étudiants dans un domaine précis, à titre d'exemple la comptabilité, l'informatique pour participer au FinTech. Le troisième programme, il s'appelle Histo Got Talent. Donc, c'est pas tous les étudiants, ils ont l'esprit entrepreneurial. Il y en a d'autres qui ont l'esprit artistique. Il y en a ceux qui sont faits pour l'entrepreneuriat et il y en a ceux qui ne sont pas faits exactement ailleurs. Donc, lorsqu'on ressent qu'un étudiant il ne peut pas créer sa propre start-up, on va le basculer vers le programme qui s'appelle Histo Got Talent. Il va faire exposer leur talent vers une jury. Donc, ils sortent tous bénéfices, quoi. Voilà, c'est exactement voilà, ils sortent tous avec quelque chose. On part de l'idée que l'étudiant est une compétence à investir. Ah ben oui, bien sûr, surtout la jeunesse, c'est une jeune. C'est l'avenir du pays. Les étudiants, c'est l'avenir du pays. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir que de partager avec vous ce bon moment, on va dire, intellectuel et start-up. Merci les jeunes et bon courage. Et bien, sans plus tarder, on vous propose de suivre le sujet signé toujours à Ilyes Benziyen concernant l'éco-citoyenneté. On se retrouve juste après. À l'occasion du 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, le réseau Éco-citoyenneté, en collaboration avec l'association sportive Ouled El-Bahia, a effectué une importante opération de rénovation d'aires de jeu et d'espaces inexploités au niveau du quartier Aqid Lotfi à Oran. Nous avons entamé un grand projet, celui d'entretenir tous les espaces verts, pas tous les espaces verts, mais quelques espaces verts et des aires de jeu au niveau de la wilaya d'Oran. Le projet a commencé tout d'abord par entretenir les espaces verts et les aires de jeu au niveau du quartier Aqid Lotfi, qui est un projet pilote, donc qui va se propager un petit peu sur d'autres quartiers. غادي نوصلوه للمواطن الكريم. كاين واحد الكلمه نقولها، خفت انا هذه الايامات، خفت على مستقبل الابناء تاعنا، خاطر ما يكونش الابناء يكون عندهم كما نقولوا حنايا تربيه مع عند الاباء، غادي المساحات الخضراء ولا الوطن كاع بصفه عامه يروح لنا. يعطيهم الصحه، بنترو سقموا لنا البارك، سقموا لي طوبوغون، الله يعطيهم الصحه. Au-delà d'une simple opération de sensibilisation, ces louables initiatives, premières du genre, œuvrent principalement à promouvoir et réhabiliter les fondamentaux, ainsi que l'essence même de l'instruction civique.
maintenant nous sommes dans un autre projet initié par un citoyen qui habite au niveau de Aqid Lotfi. Le projet il consiste à quoi? C'est de créer ce qu'on appelle maintenant la tendance un petit peu dans le monde, c'est les carrés potagers, c'est-à-dire des mini-jardins où on peut planter tout ce qui est na'na, tout ce qui est qasbor, tout ce qui est tout hadou. Les habitants qui habitent dans le quartier, ils viennent يرتنوا من هذه الامور هذه. المبادره هذه كانت ارض مسخه قاحله ما فيها والو في الكونفيرمون بالعقيل كنت نقي فيها بالعقيل اي من بعد درت لها الشباك وليت نغرس جاتني هذه الفكره هذه تاع نغرس هكذا بالعقيل نقيتها والحمد لله. Un jour, je passais par là et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un nouveau jardin. Ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'il y a des fleurs de toutes sortes. Le quartier est plus beau, c'est une décoration. Et puis il y a l'air pur, on respire. Et en même temps, on peut acheter des plantes, ce qui est quelque chose de très... Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA à faire. Eh bien, Coral Peinture, c'est notre sponsor officiel de Bonjour d'Algérie. Et sans plus tarder, eh bien, on va parler d'éco-citoyenneté et bien sûr, comme vous l'avez dit, Monsieur Houeri Yahyaoui, entretenir et continuer à entretenir les espaces verts. Eh bien, sans plus tarder, je partage le plateau avec nos invités qui vont nous parler justement de l'importance du recyclage, du tri sélectif, mais aussi d'entretenir les espaces verts. Eh bien, on va commencer bien sûr, galanterie oblige, avec Madame Magharbi Amina. Alors, vous êtes ingénieure chargée du tri sélectif. Bonjour. Bonjour Madame, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes pas seule, puisque vous partagez le plateau avec Madame Alia Hani. Alors, vous êtes responsable du pôle socio-culturel de l'association SDA Santé Sidi Houeri. Ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes pas seul puisque vous partagez le plateau avec un habitué de Bonjour d'Algérie et un habitué aussi et qui fait beaucoup pour l'éco-citoyenneté. C'est Monsieur Houeri Yahyaoui, président de l'association Éco-Citoyenneté. Ça va? Ça va très bien, merci. Vous allez bien? Bonjour téléspectateurs. C'est toujours un plaisir que de partager avec vous ce moment, on va dire, de nature et d'environnement. Merci, c'est gentil. C'est un travail, comme vous l'avez si bien dit, c'est un travail journalier de tous les jours afin de préserver notre environnement. Voilà. Effectivement. Alors, on va commencer bien sûr. Alors, parlez-nous de vos activités. Parce que on entend parler beaucoup de vous ces derniers temps, ces derniers week-ends. D'ailleurs, chaque week-end, vous êtes sur les terrains. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, après avoir terminé avec l'opération qu'on a menée avec la conservation des forêts, la direction de l'environnement concernant la plantation des arbres depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Après, c'était le moment d'entretenir, puisque après le déconfinement, il y a eu un petit relâchement de la part des comités de quartier, des associations. Et on voulait redonner ce coup de retour, pousser un petit peu, afin qu'ils reprennent à entretenir leurs espaces verts, les bonnes habitudes, leurs espaces verts, le nettoiement de leur quartier. Et ça a été fait par une association sportive qui s'appelle Oulad El Bahia, qui jusqu'à ce jour en train d'entretenir un petit peu des espaces verts au niveau de d'autres quartiers. Et ça va se continuer. Et en même temps, on travaille avec d'autres associations
Et c'est ça le but. C'est un travail de groupe afin de impliquer tout le monde, que ce soit des associations d'environnement, des associations culturelles, sportives. La société civile. L'environnement, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà. Exactement. Donc, vous avez aussi participé à un événement qui a été quand même très important lors du week-end dernier, lors du samedi. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Là, je m'adresse à l'association SDH. Vous êtes tout le temps sur le terrain, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc, déjà, la première activité qu'on a fait en 96, c'était de nettoyer le site historique où les peintures. Voilà, exactement. Et aussi l'hôpital du campement. Donc, oui, effectivement. Voilà. D'ailleurs, ils sont considérés comme des sites historiques qui font partie de l'histoire d'Oran. Oui, exactement. Donc, le projet a commencé avec AJCM. Donc, c'est un festival qu'ils font chaque année par rapport à... C'est avec toute la Méditerranée. Donc, c'est de faire un plugging. Le plugging, c'est comme une randonnée, mais quand on marche, on ramasse avec nous les déchets qu'on aperçoit. Ah, très bien. Donc, tout en marchant, faire une activité, on va dire, physique. Donc, on s'amuse à nettoyer notre ville. Donc, ça vient de jogging et en même temps, ramasser les déchets. Les déchets. Donc, après... on a nos déchets, donc on recense donc le nombre de plastiques qu'on a eu et on fait aussi des activités, donc des jeux et tout pour les personnes qui sont venues. Donc et il y avait combien de personnes qui ont participé à cet événement? Il y avait une 50aine de personnes, mais pour la prochaine fois, ça sera à Bouzeville. Donc on a lancé la publicité sur la page Facebook. Donc voilà. Donc, et ça s'est passé où, cet événement? À Messerguine. Donc le départ c'était à Sid El Houeri et on est parti à Messerguine, à la forêt de Messerguine. Il y avait un tronçon à faire, donc on a fait notre randonnée et on a ramassé les déchets. Voilà. Tout en faisant une randonnée, on peut nettoyer des sites qui se trouvent quand même, qui peuvent aussi accueillir beaucoup de visiteurs et beaucoup de campeurs, on va dire. Donc, si je peux enchaîner. Oui, allez-y. Parce que vous avez fait partie justement de cet événement. Oui, bien sûr, c'est un travail collectif qu'on a fait avec d'autres associations d'ailleurs. Et puis pour dire aussi qu'on est en train de jeter de l'argent. Quand on a ramassé une quantité considérable de bouteilles en plastique, puisque déjà le CET, on va en parler, on a dit qu'il y a beaucoup de bouteilles qui se jettent comme ça en l'air, alors qu'on doit récupérer ces bouteilles pour les recycler et en refaire d'autres produits. Donc c'était là l'objectif, c'est de sensibiliser et d'éveiller un petit peu les consciences pour dire que les ordures qu'on est en train de jeter, c'est de l'argent qu'on est en train de jeter. Et je pense que c'est l'avenir. D'ailleurs, on opte, nous, autant que réseau éco-citoyenneté, afin de sensibiliser les jeunes universitaires à s'investir dans le domaine du tri sélectif, la valorisation des déchets. C'est très important. Je pense que c'est l'avenir de notre pays. Nous produisons à peu près, je pense, 13 tonnes de déchets, de déchets ménagers, si je ne me trompe pas. Donc c'est énorme et on doit profiter de ce gisement énorme. Voilà. Oui, allez-y. Pardon. Je voulais aussi rajouter quelque chose par rapport au plugging. Donc c'est aussi un challenge. Donc de faire la randonnée et de ramasser les déchets pour voir combien on a ramassé. Donc ce qui serait bien, c'est de faire avec toutes les associations, donc de le faire avec toutes les associations, SDH le fait et le faisait aussi, de le faire pour le quartier, donc de faire une randonnée au quartier et de collecter les déchets qu'il y a au quartier. Justement, c'est ce que avait dit d'ailleurs Houeri Yahyaoui tout au début, puisque c'est pour impliquer un petit peu les comités de quartier d'Oran. Chaque comité de quartier, il peut quand même initier un événement, par exemple faire une randonnée, marcher dans le quartier, je ne sais pas, découvrir nos quartiers, parce qu'il y a quand même des sites historiques au sein
sein même des quartiers d'Oran qu'on ne connaît pas, qu'on ignore. Donc, il faut un petit peu impliquer ces comités de quartier pour le tri sélectif, justement. D'ailleurs, et le nettoyage. Après les sorties qu'on a fait, il y a eu des contacts par le biais des comités de quartier. On a fait une petite sortie. Peut-être que beaucoup de gens qui habitent Oran le connaissent, c'est le Qantera, le ravin blanc. Ah oui. C'est paradisiaque, c'est très très beau. Les vrais Oranais connaissent. Mais malheureusement, il est délaissé, il n'est pas valorisé. Donc on compte faire une sortie de nettoyage, de sensibiliser les gens qui ont affaire avec ce site magnifique, avec ce petit lac, avec l'écosystème qui se passe là-bas. Donc, nous pensons avec toutes ces sorties, avec la participation des comités de quartier, changer un petit peu le visage de notre ville. Surtout qu'on est à la veille des Jeux méditerranéens 2022. Il faut faire très attention. Alors, puisqu'on parle du tri sélectif, alors c'est Madame Magharbi Amina, vous êtes ingénieure chargée du tri sélectif. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce domaine? D'accord. Donc, pour commencer, l'IPIC-CET d'Oran a initié dans les projets du tri sélectif et la récupération des déchets recyclables, des déchets secs dédiés au recyclage. Très bien. Voilà, donc nous faisons beaucoup d'actions sur le terrain, surtout les actions pédagogiques. Donc nous avons un centre de tri de Mdinji qui se trouve à Mdinjdida. Il est juste en face du jardin public. Donc c'est un centre urbain. Très bien. Il se situe au milieu des boulevards commerciaux. C'était ça le but, pour collecter et récupérer tous les cartons et les plastiques. Ça y est, je connais, du côté du feu rouge, juste. Voilà. C'est que je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Mais après, j'ai lu et je me suis dit, tiens, ça, c'est quand même, ce qu'ils font, c'est très intéressant. Bien sûr, donc il faut savoir que 25% des déchets ménagers, ce sont des déchets recyclables, délaissés et jetés d'une façon anarchique par les citoyens oranais. Donc, pour corriger un peu le... 13 millions de tonnes. C'est pas 13 millions de tonnes. Sur Oran, on produit 1700 tonnes jour de déchets ménagers. Là, moi, en tant que citoyenne oranaise, pourquoi vous n'appelez pas justement, vous n'impliquez pas les APC? Parce que normalement, les APC, ils mettent quand même des grandes poubelles, chaque poubelle destinée à des articles ou à des déchets bien spécifiques, justement. Comme on en voit dans d'autres pays. Justement, il existe, beaucoup de gens ne savent pas qu'il existe un centre de tri au niveau de chaque commune. Il y a 26 centres de tri au niveau de chaque commune. Alors, il y a un centre de tri. Le plus grand, c'est celui d'Oran. Oui. C'est celui de l'Hamri. Voilà. Ah, très bien, très bien. Qui est géré par l'IPIC-CET d'Oran. Ah, bah très bien. Ce centre reçoit tout type de déchets recyclables. Papier, carton, fer, verre, aluminium et bien sûr le plastique. Ah, très bien, d'accord. Il est ouvert à H24, 7 sur 7. Donc, j'en profite. Et comment se fait justement le recyclage? Comment se fait le recyclage de ces déchets? D'accord. Donc, nous, on fait le pré-tri. Donc, c'est un centre d'apport volontaire. Il y a des gens, il y a des commerçants qui ramènent leurs déchets secs recyclables au centre de Mdinjdida. Oui. Donc, il y a des agents de tri, une vingtaine d'agents de tri. Oui. Il y a des gens spécialisés dans le plastique, d'autres dans le carton, d'autres dans l'aluminium et tout. Donc, on fait l'opération de pressage. Ah, très bien. On fait le pré-tri, donc le pressage, et après on fait des conventions avec des entreprises spécialisées pour le recyclage. Très bien. Donc chaque produit, il roule l'usine. Il roule l'usine, très bien. Donc on ne perd rien. Oui. Oui. Je voulais ajouter, le plus important sur le recyclage, sur le tri, c'est d'avoir le tri à la source. Et on travaille en tant que réseau éco-citoyen dans ce sens-là. Puisqu'il y a un centre de tri au niveau d'Mdinjdida, on s'est dit pourquoi pas créer des mini-centres de tri au niveau des quartiers. Chose qui va se faire prochainement au niveau de la cité Aqed Lotfi. Oui. En plus de ça, nous avons rapproché les caissons spéciaux pour les bouteilles en plastique. Et on a travaillé, comme on travaille avec le secteur public, on travaille avec les secteurs privés, puisqu'on encourage les entreprises
qui vont vers ce processus, ou bien sur le tri, sur la récupération des déchets et tout. On a installé des caissons spéciaux pour les bouteilles. Et ça a été une très bonne réussite. Ça a été très réussi puisque les gens du quartier adhèrent à cette politique et on arrive à faire de l'éducation pour les enfants, à en parler, à faire le tri. Impliquer les enfants surtout. Oui, surtout à faire le tri dans leur maison. C'est très important. Quand on fait, la différence, c'est que quand on a une bouteille en plastique propre, sa valeur, elle est plus importante qu'une bouteille voilà, souillée. Voilà, très bien. Ça. Alors, et quels sont les événements à venir? Les trois. Donc, si je laisse le soin à SDH de nous parler de ça. Donc, le samedi à 8h30, donc il y aura un plugging. L'inscription se fait c'est par rapport au bus. Donc, l'inscription se fait sur la page Facebook. Donc, on a un lien. Et sinon, on peut rejoindre directement à Bouzeville. Donc, ça sera à 8h30. On va faire le départ 8h30 d'ici, de la place d'Armes? Non, du siège de l'association Santé Sidi El-Houari. Santé Sidi El-Houari, c'est au bain turc qui se trouve actuellement à Sidi El-Houari. Sidi El-Houari, exactement. Bon. Très bien. Voilà. Sinon, ils peuvent rejoindre directement à Bouzeville. Donc, de quel côté à Bouzeville? Du côté le début de Bouzeville. D'accord, tout au début. Oui, voilà, tout au début. On va faire la marche. Donc, ça sera pendant 2 heures. C'est bien parce que c'est en bord de mer. Oui, voilà. Ça va être en bord de mer la matinée à 8h30 et on va faire le ramassage des déchets, la comptabilisation donc des déchets et des jeux. Voilà, il y aura aussi une collation. Très bien. Un dernier mot, Madame Gherbi? Donc, je lance un appel aux citoyens oranais. Ramenez vos déchets secs recyclables, surtout triez vos déchets secs recyclables pour faciliter la tâche aux agents de tri. Voilà. Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Houari, je voulais ajouter quelque chose en 2 minutes. Vous savez, Imen, en fin de l'année scolaire, on jette les cahiers, les livres et tout. L'opération a été menée par le CET afin de récupérer tous ces cahiers et ces livres afin de les recycler. Donc c'est très important de lancer un message à tous et à travailler ensemble déjà pour réduire l'utilisation du cahier et du livre et l'utilisation de la numérisation. En plus de ça, essayer maintenant de travailler avec les écoles afin, à chaque fin de l'année, récupérer tous ces mots afin de les tous les cahiers et les livres, et les remettre. Utiliser, voilà. Exactement, utiliser. Très bien, merci beaucoup, ce fut un plaisir. Et bien, puisqu'on parle aussi de quartier d'Oran, bien, on vous propose cette pause musicale, une très belle chanson interprétée par Houari Ben Chennet, Arsam Wahalan, et on se retrouve juste après.
Espoir. Et bien voilà de retour sur notre plateau et comme j'ai l'habitude tout le temps de commencer avant le direct, avant d'être en face les caméras avec nos invités, eh bien on va parler d'une revue qui s'appelle Medinati. Et bien sans plus tarder, c'est avec Monsieur Djilali Tahraoui qu'on va parler de cette belle revue patrimoniale d'ailleurs et qui nous fait connaître nos architectes, qui nous fait connaître aussi nos quartiers, qui nous fait connaître nos villes, qui nous fait connaître aussi notre patrimoine culturel et c'est très beau. En tout cas, moi, quand j'ai feuilleté cette revue, là, j'ai été vraiment très contente de retrouver quand même des noms d'architectes qu'on connaît. Absolument. Très bien. Alors, Monsieur Tahraoui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Imen. Non, c'est à moi de vous remercier parce que vous nous offrez là une tribune de choix pour parler de ce que nous faisons. Et pour aussi de montrer un petit peu l'état d'avancement de ce projet. Donc, exactement. Voilà. Donc, d'où est venu, comment vous avez créé Medinati? Il faut que je dise, c'est l'idée de faire une revue sur l'architecture et en général, on va dire sur la ville. Donc tout ce qui concerne la ville, l'architecture, l'urbanisme, les paysages. Après aussi, nous parlons aussi sur des aspects sociologiques. Nous parlons. Donc l'idée de faire la revue, c'est une idée qui est vraiment ancienne. Ça m'habite depuis les années de fac. Donc mes premières années de vous avez fait déjà, je pense, un projet similaire quand vous étiez étudiant, non? Oui, quand on était étudiant, et d'ailleurs, vous m'avez poussé, lors de la préparation de l'émission, à chercher dans mes archives et de ramener ce vieux numéro qui se veut être la grand-mère de notre Medinati. Donc, ce que vous pouvez voir ici, voilà. c'est en papier. Alors, j'espère que notre réalisatrice, Esma Seddiq, va pouvoir zoomer sur cette belle archive que nous a ramenée Monsieur Tahraoui. Voilà. Donc voilà. La grand-mère de Medinati. C'est la grand-mère, oui. C'est une revue le jeune architecte qu'on faisait quand on était étudiant. Ce sont nos aînés, c'est-à-dire les gens qui nous ont devancés à l'USTO, dont j'ai en mémoire, et je m'incline devant sa mémoire, c'est Jamal Din Qaddah, qui a été le pionnier avec son groupe. Donc dans la création de cette revue, le jeune architecte. D'ailleurs, il y a même sa femme, je pense, qui est professeure à l'université, c'est ça? Alors, sa femme... C'est monsieur et madame Qaddah qui sont architectes. Madame Qaddah Dalati Wissal est une amie et est une camarade de classe. Ah ben voilà. Donc, elle a fait le lycée avec moi et aussi le cursus architecture. Très bien. Voilà, donc ce qui fait... Ce n'est plus un scoop. Maintenant, monsieur et madame Qaddah se sont connus à l'USTO. Allah yarhamah Jamal. Et puis, donc, le projet a démarré. Donc, depuis ce temps, l'idée ne m'a pas abandonné. Après les études, c'était la vie professionnelle. J'ai commencé ma carrière, donc ma vie professionnelle au bureau d'études de la Wilaya d'Oran, où j'ai commencé comme architecte pour terminer comme directeur général. Par la suite, je me suis lancé donc, dans le privé. Et en parallèle, j'ai fait mon magistère, ce qui m'a permis de... Et vous êtes toujours actuellement, vous êtes professeur à l'université? Je suis enseignant. Vous êtes enseignant. Je suis Très bien. enseignant. Alors, on parle un petit peu de Medinati. Oui. Alors, Medinati, si on feuillette ce magazine, alors on y trouve des articles, que ce soit... et à chaque fois, on découvre un architecte algérien. Absolument. C'est ce que vous m'aviez dit, parce que je vous ai posé une question sur un architecte étranger, parce que, bon, moi personnellement, c'est que j'aime bien tout ce qu'il fait. Et là, vous m'aviez dit non, ce sont des architectes algériens qu'on fait connaître à travers cette revue. Oui. Et ce magazine. Oui. Notre motivation première, c'était surtout de communiquer sur l'architecture et sur l'urbanisme et ce qui fait la ville. Mais nous savons que l'architecte, c'est un élément donc, principal dans ce processus. Il n'est pas le seul d'ailleurs, nous le soulignons à chaque fois. Donc c'est un acteur principal, un acteur social principal dans l'acte de bâtir. Et nous avons remarqué que l'architecte chez nous, vraiment,
on ne le connaît que quand il y a, de mauvaises constructions, de mauvaises conceptions. On dit qu'est-ce que c'est que ça? Quand il fait mal. Quand il fait mal. Mais après, quand on a une belle expérience, une expérience qui est plus ou moins aboutie, nous ne trouvons aucun créneau qui reflète ça. Ce n'est pas le cas pour, par exemple, je le dis, et c'est tant mieux, c'est bien, nos romanciers ont quand même quelques échos, hein, c'est-à-dire vous trouvez quelqu'un qui fait 1, 2 romans, bon, je ne suis pas en train de diminuer, mais il y a comme un petit écho par rapport à ça. Par contre, les architectes, personne n'en entend parler. Nous avons de beaux bâtiments réalisés à Oran, mais... faits par des architectes algériens. Algériens, jeunes, vivants maintenant, bon, à Oran, en Algérie. Et si vous demandez qui a fait ça, donc personne ne saura vous dire. D'ailleurs, et c'est un grand manque, l'architecte est actuellement, il n'a même pas le droit de mettre sa plaque comme il pouvait le faire pendant les années 50 et les années 60. Hein. Les débuts de l'indépendance, l'architecte pouvait toujours mettre sa plaque sur son œuvre. Maintenant, non. Donc on s'est dit, comme ligne éditoriale, nous allons essayer de mettre en valeur et de communiquer autour d'œuvres architecturales qui donnent une petite satisfaction. On ne va pas dire c'est des chefs-d'œuvre. Oui. Parce que quand vous voyez ce que nous publions, ce sont des projets corrects. Donc oui. D'ailleurs, la réhabilitation du patrimoine bâti à Oran, ça c'est très important, puisque ça coïncide quand même avec Sidi El Houeri, la réhabilitation de Sidi El Houeri, qui est un musée à ciel ouvert. Oui. D'ailleurs, vous faites bien de poser cette question, plutôt de faire cette remarque, parce que la sauvegarde de Sidi El Houeri a été comme une grande motivation pour la relance de la revue Medinati. C'est ça. Oui. Donc, d'ailleurs, vous allez voir que sur les premiers numéros, nous parlons beaucoup de Sidi El Houeri. Pour la simple raison que j'ai fait partie d'un réseau citoyen, donc un atelier qu'on avait appelé Atelier Sauvegarde Sidi El Houeri, qui avait pris en charge, porté plutôt le projet du classement de Sidi El Houeri comme secteur à sauvegarder entre 2010 et 2015. Donc ça nous a fallu 5 années de travail et d'implication bénévole pour arriver en 2015 au statut du secteur sauvegardé. Et depuis 2015, nous constatons aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'avancement, bien au contraire. Donc, depuis 2015, il y a toujours des bâtiments qui tombent, il y a toujours des rues qui disparaissent. D'ailleurs, on voit ici les premières opérations de réhabilitation des immeubles à Oran, et puis aussi un autre chapitre sur grand programme de réhabilitation des immeubles de 2008. Donc là, on va dire, vous abordez des sujets qui impliquent quand même la valorisation de la ville d'Oran. Absolument, pas que la ville d'Oran. Nous avons une ambition nationale et d'ailleurs les architectes sur lesquels nous publions les premiers numéros, ce sont des architectes. Nous avons de Betna Saïd Bsmaïn Melawi, nous avons de Tlemcen Absmat Chiali, nous avons d'Oran Sil Arbi Abdelhamid, Alger, nous avons Lounes Messoudi, l'Arbi Merhoum. Et là, pour le prochain numéro, nous avons un jeune architecte, Tariq Bayramdan. Donc, ce sont des architectes qui travaillent à travers le territoire. Nous détectons qu'il y a des fois une petite qualité qui se dégage. Donc, c'est pour cela que nous leur ouvrons nos colonnes pour justement partager leur expérience. Il y a aussi des jeunes architectes qui sont méconnus, mais qui font un travail vraiment magnifique. Oui, absolument. Les jeunes ne sont vraiment pas médiatisés et il n'y a pas beaucoup de retours par rapport à leur expérience. Et je trouve personnellement que c'est un manque et il va falloir faire beaucoup plus d'efforts. Et ici, il va falloir habituer aussi les architectes à communiquer et à publier, parce que ce n'est pas chose aisée. Oui. Parce que l'architecte, quand il est dans son cabinet... il est dans son monde. Oui, il va dire que oui, je vais écrire, mais donc il y a toujours des délais, il y a toujours à respecter. Donc c'est beaucoup plus un apprentissage que nous sommes en train de faire avec nos collègues et nos amis architectes. Donc par rapport à cela, il y a même quelques architectes qui nous donnent le produit et nous disent rédigez l'article s'il vous plaît. Donc on le fait avec plaisir. C'est-à-dire parce que ça nous permet aussi comme j'avais dit, de mettre au devant de la scène nos architectes algériens. Et une petite note, Medinati est maintenant
distribuées sur tout le territoire national. J'allais poser cette question. Elle est distribuée sur le territoire national. La numérisation justement de Medinati. Oui, la numérisation, c'est un projet qui a commencé. Nous avons commencé d'ailleurs, le premier geste, nous avons commencé avec notre site internet, qui est d'ailleurs tenu par 2 jeunes, donc que je dois remercier. Donc les frères Sidi Ali Mbarak, Mahfoud et Abdelhaq. Ce sont des jeunes qui font partie de nos espoirs, les espoirs de l'Algérie. Oui. Donc on les a sollicités, ils jouent le jeu avec nous, ils nous accompagnent depuis le début. Donc c'est eux qui gèrent l'aspect site. Après, nous sommes bloqués par rapport au développement de la version numérique. Nous sommes bloqués par le système de paiement numérique. Nous n'avons pas de possibilité d'avoir un paiement numérique pour le moment. J'espère que ça s'arrangera prochainement. Oui, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de projets concrets. On attend juste que cela aboutisse et voilà, nous aurons bientôt notre... Alors, juste une dernière question et on va clore notre entrevue. Oui. Alors, quels sont les objectifs de Medinati ? Alors, l'objectif, c'est d'abord mettre en valeur la réflexion et les travaux que nous faisons, que font nos collègues. Et quand je dis collègues, ce n'est pas uniquement des architectes. Nous avons des articles d'anthropologues, de sociologues. Justement. Voilà. Et certainement des architectes. Donc, mettre en valeur ce travail et contribuer à la diffusion de ces expériences. Et aussi, à un certain moment, si vous voyez le dossier que vous tenez dans la main, oui. En plus du dossier sur les bidonvilles et les dossiers sur les métropoles, donc si je ne sais pas si on peut voir ça. Donnez-moi, voilà. Ça, ce sont vraiment des dossiers. J'y arrive. Et c'est pas uniquement mon impression, c'est le retour, parce que comme vous pouvez le remarquer, nous avons comme consultants avec nous des professeurs de renommée, oui. Mais reconnus à l'international. Nous avons donc des Européens, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains qui travaillent avec nous et qui disent que ces dossiers-là sont solides. Et parmi nos objectifs, c'est à travers ce dossier servir de base et d'outils d'aide à la décision. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, n'importe quel gestionnaire qui maintenant a des problèmes de compréhension par rapport au bidonville, s'il ouvre le numéro 6 de Medinati, il sera vraiment servi. Et s'il ouvre ce numéro, le numéro 2 sur les métropoles... Le numéro 2 sur les métropoles. Donc là aussi, on a vraiment un dossier qui est fait par de grands professeurs de renom et des architectes qui ont du vécu et une expérience extraordinaire par rapport à... Eh bien, très bien. Ce fut un plaisir que d'avoir ce moment de Medinati avec vous, Monsieur Tahraoui Jilali. Donc, bonne continuation. Et on espère avoir d'autres Medinati dans nos kiosques, dans nos bureaux de tabac et dans le prochain bientôt, donc début juillet, le prochain numéro. Voilà. Voilà, c'est à moi de vous remercier, de dire que c'était un plaisir partagé. Merci. Bien que c'est un peu court, mais très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bien, sans plus tarder, puisque Ilyes Benziel nous emmène voir un petit peu et découvrir ce qui se passe du côté du centre des conventions d'Oran, eh bien, il y a la tenue du salon national de l'artisanat, puisqu'il s'est passé à l'occasion, il a été organisé à l'occasion de la Journée internationale du tourisme, et on se retrouve juste après. Dans le cadre de la Journée nationale du tourisme, la Chambre d'artisanat et des métiers d'Oran organise actuellement la première édition du Salon des métiers de l'hôtellerie au niveau du centre de convention d'Oran, Mohamed Ben Ahmed, et ce jusqu'au 30 juin 2021. C'est un nouveau produit en Algérie. On a d'habitude rien نجيبوه من الخارج بس ما عندناش. Donc on a eu le courage باش نديروا هذا le produit اللي هو le pesto. Le pesto c'est une sauce مخدومة بالبازيليك اللي هو الريحان. فيها زيت زيتون وفيها le pignon وفيها بزاف تاع لي برودوي ملاح. C'est une sauce صحية en même temps بنينة تقدر تبنن بها les pizzas, les pâtes, اللحم, les salés, même ديرها في العجين في الخبز. Je participe pour plusieurs raisons. Parce qu'Oran m'a toujours accueilli plutôt. Et, les gens sont très intéressés par rapport à l'art et la culture. Donc c'est vraiment un bonheur que d'exposer au niveau d'Oran, quoi. Et comme d'habitude, je suis plasticienne, donc je touche un peu à tout.
J'ai ramené de l'aquarelle dans le thème la musicalité de la peinture, mais aussi résine et pigments, effets céramiques. Cette manifestation, qui regroupe plus de 55 exposants venus d'environ 14 wilayas, est principalement dédiée à la promotion du produit artisanal, ainsi que pour offrir aux participants l'opportunité de mettre en valeur leur potentiel dans les différents domaines liés au tourisme, en particulier l'hôtellerie et l'artisanat. C'est très important de promouvoir l'artisanat dans des événements pareils, parce que, comme vous savez, il y a plus de 18 000 qui vont être présents au mois de juin 2022. Et si chaque participant ou chaque visiteur à la ville d'Oran va partir dans son pays avec un souvenir algérien, c'est déjà une promotion de notre artisanat et de notre culture. Ce qui m'inspire, c'est notre patrimoine. C'est représenter notre patrimoine. Par exemple, le hayek, aussi, je fais des fresques mauresques, des fresques en mauresques en mosaïque, comme ils sont présents ici, comme ils sont présents. Et aussi, je fais cette fresque ici qui est derrière moi, c'est la femme au hayek, c'est-à-dire c'est un travail manuel. Devant les défis économiques actuels que rencontre notre pays, il est plus que nécessaire de promouvoir davantage le produit artisanal en tant que véritable levier de développement et force de proposition. vu que عندنا الارض وعندنا الهواء وعندنا بزاف وعندنا الشعب اللي كونسومي دونك دو بريفيرونس يكونسومي لو برودوي الجيريان كو نروحو نشرو ان بو يسقى دوبل ولا تريبل على لو برودوي الجيريان اون بليس تاعنا بيو لي سون كونسيرفاتور عندنا غير لويل دوليف ديجا غير لويل دوليف تاعنا سي ان فري كونسيرفاتور. Eh bien, Coral Peinture est notre sponsor officiel. Je le rappelle à nos chers amis téléspectateurs que le salon de l'artisanat se tient au centre des conventions d'Oran Mohamed Ben Ahmed. Et pour parler de cette, on va dire, de promouvoir justement notre artisanat, promouvoir aussi notre tourisme, eh bien, nous avons avec nous deux représentants. Alors, une, bien sûr, honneur aux dames, une qui représente Oran d'ailleurs. Là, elle m'a dit, moi, je ne fais que des fresques oranaises, tout ce qui est en rapport avec la ville d'Oran. Et nous avons aussi un autre invité qui nous vient à 1200 km de Oran, c'est de la ville d'Adrar. Eh bien, c'est Madame Ben Moussa Barded. Bonjour. Monsieur. Monsieur. Oh là là, oh là là, oh là là. Heureusement que c'est pas en direct. Si, c'est en direct, madame. Ben oui. Bonjour. Ça va? Marhaba bik. Rabbi barak fikum, Allah yahfadkum, Inch'Allah. Eh bien, quand on reçoit Adrar à Oran, c'est un honneur. Allah yassallamkum, Rabbi barak fikum. Vous allez bien? Alhamdulillah, masha'Allah. Alhamdulillah. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de Madame Belalia Naïma. Alors vous êtes artiste plasticienne et mosaïque et poterie d'art. Voilà. Je me suis spécialisée dans les arts de feu. Les arts de feu, c'est-à-dire c'est la matière. La matière, c'est la terre et sous l'action du feu, c'est la transformation de la terre sous l'action du feu. Et on fait des œuvres avec, par exemple celle que vous avez dans la main. C'est-à-dire c'est les arts de feu, la transformation de la terre sous l'action du feu. C'est la céramique, le vitrail et la mosaïque. Très bien. C'est les arts de feu, voilà. Alors, est-ce que, on va dire, est-ce que vous avez fait des formations pour bien sûr, je suis académique, donc j'ai fait l'École nationale des beaux-arts de Mostaganem et j'ai fait les supérieurs spécialité céramique, art musulman. Voilà. Ah, très bien. Très bien. Donc, et là, vous m'aviez dit justement que je ne fais que ce qui concerne Oran. Parce que là, on voit d'ailleurs un tableau magnifique de Abdelkader Alloula, feu Abdelkader Alloula, quand même un grand homme du théâtre algérien, on va dire national ou international. International aussi, oui. Voilà. Donc, en plus, j'adhère en tant qu'artiste, j'ai adhéré à la Chambre de l'artisanat et des métiers.
J'ai fait la spécialité, j'ai dit, c'est art de feu. Et voilà, et c'est grâce à la Chambre d'artisanat qu'on est là. Alors, est-ce que vous pouvez me parler justement de ce tableau, de ce beau tableau, de cette belle œuvre d'ailleurs qui représente Abdelkader Alioula? Alors, quand on parle de la mosaïque, la tesselle qui est là, si vous voulez filmer, la tesselle, c'est la pièce fondamentale qui donne expression à la mosaïque. Par contre, la peinture, vous avez ici la dame, le peintre, ici, il mélange ses couleurs. Mais la mosaïque, non, c'est la tesselle qui fait l'expression. C'est un art qui est très difficile. Justement, parce que là, c'est pièce par pièce. C'est un travail minutieux. Minutieux, c'est l'assemblement, c'est-à-dire il faut avoir le dessin avant le schéma, et puis on assemble ces tesselles pièce par pièce, qu'on fait un assemblement, et qu'on coupe avec on a des tenailles à mâchoire spéciales pour couper ces tesselles. Donc on dit que la tesselle, c'est la pièce fondamentale qui donne l'expression à la mosaïque. Et ça vous prend combien de temps pour confectionner, on va dire, ou bien finir un tableau pareil? Justement, vraiment, c'est un art très difficile. C'est un art qui contribue, par exemple, le façonnage, la maîtrise et l'esprit créateur de l'artiste, que je fais les deux. Moi, je maîtrise et la matière et je suis designer. Donc ça, c'est mes dessins, c'est mes créations. Alors, et ça prend combien de temps? Ça prend beaucoup de temps, justement. Puis, par exemple, pour réaliser une fresque pareille, peut-être plus d'une semaine. C'est-à-dire un travail continu. Par exemple, combien d'heures par jour? 4 heures à 6 heures de travail. Ah, très bien, d'accord. Parce que il y a des étapes, la mosaïque. Donc, on fait le schéma avant, c'est-à-dire vous faites le dessin avant. Après, on fait la coupe de tesselle et c'est-à-dire on arrange, on assemble, c'est pièce par pièce. Et après, il y a une étape d'okhra, c'est la chambre, un ciment colle. Oui. Et après, une fois le travail séché, un ciment joint. Donc, c'est 3 étapes très importantes pour confectionner et finir justement avec une fresque en mosaïque. Voilà. Très bien. D'ailleurs, on voit que c'est Abdelkader Alioula. Vous avez choisi aussi d'ailleurs l'emblème de la révolution algérienne, notamment oranaise, Ahmed Zabana. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi ce choix, justement? Parce que je voulais bien représenter. Moi, mon atelier, j'ai créé mon logo, c'est Art et Métiers Oran. Parce que je suis maman de 4 enfants, donc je pars pas, c'est-à-dire généralement gars les salons nationaux. Vous ne déplacez pas? Je me déplace pas parce que j'assure, je soutiens mes enfants. C'est pour ça je voulais bien, c'est-à-dire comment exprimer notre patrimoine d'Oran. Je veux représenter Oran, voilà. Ah ben, c'est une bonne chose puisque nous sommes à la veille des Jeux méditerranéens 2022. D'ailleurs, vous en aurez quand même, on va dire, pour votre yeux, pour votre métier aussi. Inch'Allah. Donc, et là, on va à Adrar. Je vous emmène, chers amis téléspectateurs, à la belle ville d'Adrar, représentée par Monsieur Ben Moussa Barded. Marhaba bik. أدرار الحمراء. أدرار الحمراء، علاش نقول لها الحمراء؟ لأن كل بنيان تاعها مبني بالأحمر. ça très beau. وعندنا ان كاركتير اللي احنا نتبعوه، اللي تبعوها كاع الأهالي وكل شيء، لا كولور بالأحمر بروج. Très bien. Donc 1200 كيلومتر، شحال من ساعة باش توصل للوهران؟ ندير واحد 14 15 ساعة باش نوصل لهنا للوهران. وجيت للصالون هنا باش أولا c'est la première participation. هذه المشاركة تاعك الأولى اللي تجي هنا الوهران؟ هذه أول مرة نجي الوهران. أول مرة تجي الوهران؟ أول مرة على الصالون. أيوة. أول مرة نجي على الصالون. أول مرة للصالون هنا. Je vais vous poser la simple question. Est-ce que وهران عجبتك؟ واش رايك في وهران؟ وهران شابة بزاف كيف يقولوا. عروسة. وهران الباهية، ما قالوا الباهية حتى الباهية. تعرفوا شو قالوا؟ تعرفوا شو قالوا. Très bien. Alors, et qu'est-ce que vous représentez? انت جبت لنا هنايا quand même des pots avec des bouteilles. Alors, تنجم تشرح لنا شوية واش جبت لنا؟ هذه صناعة تحويلية تاع التمور. عندنا نوع من التمر في أضرار سميتو الحميرة. الحميرة, oui, d'ailleurs c'est une date, c'est une variété qui est utilisée même dans des recettes de grand-mère concernant surtout dans la médecine. هذه الحميرة كاين هي أكبر إنتاج في أضرار. الكمية الكبيرة اللي كان في أضرار هي الحميرة. الله يبارك.
والاغلبيه نتاعها تروح لمالي، تروح للنيجر في اطار التقايض، بصح تروح بثمن صغير، ثمن حنا بهالطريقه هذه تمناها، اعطيناها قيمه كي نحولوها من تولي حولتوها كونفيتور دو دات، حولناها كونفيتور، حولناها شيكولا، وحولناها رب سي كونفيتور تراديسيونال. الوغ هذه سي اون كونفيتور، هذه سي كونفيتور دايوغ تبيعوها ايتو؟ نبيعوها المنتوج نتاعنا ربي يبارك، احنا في 18 ولايه. الله يبارك، ما كانش في وهران. نوصلوا حتى لوهران، نبيعوا في لاباس، عندنا دي كليون في لاباس. تري بيان، داكور. وهذه سي اون بات ا تارتيني سي سا؟ هذه فيها 70% وكريمه شوكولا. كريمه شوكولا بالتمر. سي بيان. فيها 70% تاع الشيكولا، تاع 70% تمر و30% شوكولا، سا ميلونج بين الشيكولا. كيفاش خممت انت باش دير جوستومون من التمر تاع الحميره؟ رحت درت لا كونفيتور، لا باتا تارتيني، ومام الروب نتاع ومازال هاني ماشي صوالح اخرين باذن الله. واش هما هاد الصوالح؟ مازال ان شاء الله بحول الله نخدموا الخل، ومازال ان شاء الله في الطموح نتاعنا باش نخدموا الاركول. الله يبارك، الله يبارك باذن الله ان شاء الله. الله يبارك. وخدمنا هذاك السر خدمناه بطريقه انه كيما يتخلط في الحليب، كيما الرب كي يتخلط في الحليب يهود. داكور، هذا اون بو لوتيليزي افيك دو لي بالحليب. داكور. بالحليب. وفيه فوائد. فيه فوائد مليحه. فيه فوائد كبيره، اكبر فائده هي فيه نسبه كبيره من الحديد. لو فيه. اللي ينفع اصحاب. دونك سي بون بور لي جون كي سوفر دانيمي. وحنا هذا المشروع صغير، هذا المشروع صغير وبدا صغير بزاف. بديت انا والزوجه نتاعي داخل البيت نتاعنا. الله يبارك. دونك هي كانت دير لك لا كونفيتور، بالك كنت تبيعوها سي سا؟ نديروا نخدموا كاع هذو ونبيعوها ونخرجوا. اول تجربه درنا على مستوى اضرار كي نجحت، ولينا رحنا للشهر سعيده وطورنا المشروع نتاعنا، ومازال ماذا بينا نطوروا المشروع نتاعنا اكثر. ودرك جبنا انا اسوسي باش يدخل معنا شريك. البروبليم الوحيد اللي عندنا هو التيران نتاع الصناعه. داكور. تري بيان. لو كان زعما يسرحوا لنا في التيران تاع الصناعه، ان شاء الله نبداو ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله. تري بيان. دونك وشحال من تبيعوا لو بو تاع لا كونفيتور نتاع التمر الحميره؟ باسكو جو سي كو عندها فوائد كبيره سيت فاريتي دو دات. هذه نبيعوا، احنا نبيعوا لي غروسيس. ونبيعوا الحوانت، نبيعوا لهم ديريكت، نبيعوا لهم 15000 البواتيه. تري بيان. الكوت با شير بور 150 دينار، دونك سي بيان. الله يعطيك الصحه. ربي يبارك فيك. فريمون بون كونتينياسيون. الله يحفظك ان شاء الله. Alors un dernier mot, madame. Voilà, je remercie la télévision. C'est nous qui vous remercions. Voilà, et j'aimerais bien, c'est-à-dire, où je rôle. Oui. Vous aimeriez. C'est-à-dire, أنا شوف الآخر تاعي c'est de créer des écoles de formation d'art. Très bien, c'est votre souhait. Ouais, c'est votre souhait, parce que là, ça manque beaucoup. Ça manque, on n'a pas de sculpteurs, on n'a pas de ce qu'on appelle les fresquistes, on n'a pas de voilà. C'est pour embellir c'est-à-dire Wahran Inch'Allah, pour embellir c'est ça, créer des ateliers, plutôt des écoles de formation en métier d'art. C'est art et métier. C'est mon souhait, c'est mon souhait. Et on est là, on est maître. Moi, j'ai plus de 20 ans dans le domaine. Donc, essayez de monter votre projet. Pourquoi pas ouvrir votre école de métier d'art pour Oran. Ça va être un plus, justement, pour la ville d'Oran. Donc, merci beaucoup, madame. Ce fut un plaisir. Merci. شكرا ومرحبا بك في أي وقت الوهران. وهران راهي مفتوحة لك. ربي واحد كلمة صغيرة برك. بيان سور. إن شاء الله المشروع اللي بينا وبين التكوين المهني يكمل. إن شاء الله. ماذا بينا الأولاد ماذا بينا يكون 12 15 20 حرفي ان شاء الله في اضرار اللي يقدموا هذا المنتوج ان شاء الله. ان شاء الله. هذا هو سي ترانسميتر لو سافوار فير. Le savoir-faire, exactement. C'est créé, par exemple, dans la Khourmana, j'ai signé une convention avec CFPA. Donc, c'est pour transmettre. Il n'y a pas de. ربي يسهل ان شاء الله. حتى احنا درنا كونفونسيون درنا خطوه بدائيه مع التكوين المهني. ان شاء الله. باش نعلموا اهل المنطقه الميتي هذا ان شاء الله. ان شاء الله pour les femmes surtout parce que les femmes c'est elles qui sont dans la cuisine et qui sont intéressées
intéressés, qui sont attirés par les confitures. Ah ben voilà, شفت راني نعرف شويه. Très bien, merci beaucoup. سلمنا على كامل الناس أدرار ومرحبا بك في أي وقت ومرحبا بالناس أدرار. عندنا في وهران دوك خوتنا on aimerait bien aussi venir visiter cette belle ville d'Adrar qui est une plaque tournante du tourisme algérien. مرحبا بكم. احنا عندنا قاعده ذهبيه. الله يسلمك. عندنا قاعده ذهبيه اللي يستعملوها اهل أدرار كلهم. الضيف ما تكلفولاش وما نقنطوش منه. هذه يقعد عندنا حتى شهر. اللي كاين ياكلها. اللي ياكل معانا. Voilà, très bien. مرحبا. صحيح. Eh bien, juste avant de finir, puisqu'on doit rendre l'antenne et on est à la fin de notre émission, eh bien, Monsieur Msahel Zoher et la maman Khayrour présentent leurs félicitations à leur fille qui a eu l'examen de la 6e avec brio, avec un 9,27. C'est la petite Msahel Nourhan Hibat Rahman. Eh bien, la bac, Inch'Allah, et tu as été la fierté de tes parents. Félicitations à la petite princesse. Eh bien, sans plus tarder, puisqu'on est arrivé à la fin de notre direct et notre Bonjour d'Algérie de la saison 2021, puisqu'à partir de la semaine prochaine, on va se retrouver dans votre émission de l'été Brise d'été. Je vous souhaite de passer un bon week-end et rester toujours sur votre chaîne Canal Algérie avec beaucoup d'émissions et beaucoup on va dire, beaucoup de belles émissions qui vont vous accompagner pendant tout l'été. On vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.